Donc je commence. Alors en fait, j'ai pris le parti donc pour aujourd'hui d'essayer de vous raconter le plus simplement du monde comment on arrive à cet objet-là. Alors l'inventaire des destructions, donc c'est cette petite chose qui est donc un petit livre de 100 pages, couverture comprise, où je raconte 99 histoires de façon un peu laconique, un peu genre bref de journal. 99 histoires d'artistes qui ont volontairement détruit tout ou une partie de leur travail d'artiste. Alors la première édition, c'est celle-ci, qui a été éditée par les éditions Un Certain Sens, à Rennes, qui ont fait une réédition en 2012. Donc je vais faire passer les livres, parce que un livre, ça se touche, ça se manipule, ça s'abîme. Donc je sais pas. Donc ça, c'est la première édition. Il existe aussi une version anglaise. Alors, le sujet du jour, c'est pas tellement l'objet livre, mais on pourra en parler aussi, qui est donc plus sous la forme d'un journal. Donc c'est un éditeur suisse qui s'appelle Boa Books, qui a fait ça pour un salon à New York. Donc il l'a fait imprimer là-bas aux États-Unis sur une vraie presse comme un journal. Donc pour moi, c'est une des très belles formes aussi, parce qu'on est de nouveau dans le journal et dans la brève. Il y a une version brésilienne que j'aime beaucoup, sur laquelle je n'ai strictement rien fait. À part écrire le texte original, ils se sont occupés de la traduction, de la mise en page et de tout ce qu'il y a dedans. Vous verrez, formellement, c'est assez différent, puisque le parti pris là des éditeurs qui s'appelle Parenthesis a été de faire une espèce de disposition aléatoire qui fait qu'on se rend compte qu'il y a des manques dans le texte ou des chapitres qui sont pas là, quoi. Il en manque des morceaux. Il verrez que c'est important, cette histoire il en manque des morceaux. Il y a aussi une version numérique qui a été faite par Artbook Magazine, que vous pourrez aller regarder sur Internet. Et puis il y a un site Internet dédié aussi, qui s'appelle l'inventaire des destructions.tumblr.com, que j'alimente encore maintenant. Alors en fait, j'aurais jamais pu écrire l'inventaire des destructions si je ne m'étais pas intéressé auparavant à une question qui pour moi est très importante, qui est la question du don et la question de la gratuité. En fait, moi j'ai commencé à faire des livres assez tôt, enfin ça commence à faire un certain temps, puisque c'est en 93 que je commence à faire des livres. Et par contre, j'ai décidé à partir de 95, non pas de les vendre, parce que je trouvais ça compliqué, mais de les donner, tout simplement, parce que c'était à la fois plus facile, plus amusant, politiquement beaucoup plus intéressant, et en fait beaucoup plus efficace en termes de diffusion. Et pour ça, j'ai repris en fait un procédé, qui est le procédé qu'avait déjà utilisé une autre revue qui s'appelait Potlatch dans les années 50, où ils avaient tout simplement abonné 50 personnes d'office, sans rien leur demander. Donc voilà, vous étiez abonné de force, et à part dire merci ou non merci, j'en veux pas, il n'y avait rien d'autre à faire. Donc moi, je trouvais ça tellement génial que j'ai repris exactement le même protocole, donc j'ai abonné 50 personnes à une revue. Donc parallèlement à ce travail-là, qui est un travail d'auto-édition, il n'y a pas d'éditeur à ce moment-là, je me suis intéressé du coup aux artistes qui donnaient leur travail. Je me suis dit que je ne devais pas être le seul, puisqu'il y avait déjà au moins Potlatch. Puis je savais aussi qu'il y avait des histoires sur le droit d'auteur, etc. Donc j'ai commencé à faire un premier inventaire, que je ne vais pas exposer ici, qui s'appelle « Donner ces données », où j'inventorie des histoires d'artistes qui donnent dans le cadre de leur travail d'artiste, et pas parce qu'ils font un don, je sais pas, Amnesty International, etc. C'est vraiment l'œuvre d'art qui ne se diffuse que par le don. Donc j'ai commencé à faire cet inventaire-là. Et c'est au cours d'une lecture, en fait, dans un séminaire, qui était le séminaire de Anne Meuglen-Delcroix à la Sorbonne, qu'un étudiant m'a demandé, parce qu'en fait le Potlatch, donc qui est le nom de la revue c'est Guy Debord, Mohamed Daou, Gilles Volman, enfin c'est tous ces gens-là, le mode de diffusion de Potlatch, et le nom Potlatch, ça vient, je pense que vous le savez, d'une pratique rituelle de don chez les Indiens, les Kwakiutl, les Tlingit, tous les Indiens comme ça du détroit de Bering, où en fait une forme du don, où on peut se donner des choses très matérielles, des canoës, des poissons séchés, des pots. On peut aussi se donner des choses immatérielles, comme par exemple des danses. Et on peut aussi, parce que c'est plus rigolo, c'est plus festif, détruire le cadeau qu'on fait devant la personne à qui on le donne. Donc la personne qui reçoit le cadeau, en plus, elle n'a pas le cadeau et elle a la dette. Parce qu'en fait, c'est une façon d'organiser, c'est ce qu'explique Marcel Mauss, c'est une façon d'organiser hiérarchiquement la société. Les plus puissants font des cadeaux aux plus faibles, qui sont tacitement tenus de les rendre, sauf qu'ils ne pourront jamais les rendre, donc ils accumulent de la dette, alors que les autres, ils accumulent des cadeaux. Donc c'est une façon assez vicieuse d'envisager la générosité. Et donc il y a un étudiant qui me demande, mais dans le Potlatch, quand on donne, on peut aussi détruire. Est-ce qu'il y a des artistes qui détruisent ?
Je dis bah oui, à peu près tout artiste normalement constitué détruit, mais on va leur demander. C'est encore ce qu'il y a de mieux à faire. Donc j'ai fait des premières recherches bibliographiques qui n'ont pas été très très fructueuses parce que c'est pas une chose dont les artistes te parlent beaucoup. Alors il y a des cas très très célèbres, hein. Donc ça je les ai trouvés assez facilement. Et j'ai pensé que la façon la plus simple en fait de mener l'enquête était de demander directement aux artistes s'ils détruisaient leur travail et pourquoi, où, quand, comment, ce genre de choses. Alors c'était assez facile à l'époque puisque il y a toujours un annuaire artistique qui s'appelle Art Diary, qui est édité par Giancarlo Politti, qui est un annuaire artistique, donc vous avez des adresses et des contacts d'artistes, de critiques, de musées, de galeries, enfin tout ce petit monde-là. Donc c'était assez facile. Donc j'ai envoyé en fait une simple carte postale, qui est comme ça, à une centaine d'artistes français pour la plupart, parce que c'était plus facile, et puis au point de vue timbre, ça me coûtait moins cher. Et voilà, alors il y a marqué ça dessus. Potlatch, alors il y a la définition qui est la définition du Robert. Don ou destruction à caractère sacré constituant un défi de faire un don équivalent pour le donataire. Et en dessous, il y a marqué Potlatch est un livre. Potlatch inventorie des destructions d'œuvres d'art volontairement commises par les artistes eux-mêmes. Potlatch a besoin de votre participation. Si vous êtes artiste et si vous avez détruit partiellement ou totalement votre œuvre, complétez soigneusement le questionnaire situé au verso de cette carte et retournez-la nous le plus vite possible. Merci d'avance. Et derrière, donc le fameux questionnaire, donc c'est pas long. Avez-vous sciemment détruit une partie de votre œuvre? Oui, non. Laquelle? Où? Quand? Comment? Pourquoi? Nom, prénom, adresse, téléphone, fax, mail. M'autorisez-vous à publier les informations ci-dessus? Oui, non, signature. Donc c'est une espèce de petit contrat, voilà, et puis on peut mettre le timbre. Et puis... voilà. Alors en général, ce genre de choses, ça ne marche pas très bien. Vous envoyez 100 cartes et vous en recevez 5, 6, 3. Et là, à mon grand étonnement, en fait, à peu près tous les artistes que j'ai contactés ont répondu. Ce qui déjà était la première surprise. Alors, la raison de cette réponse m'a été clairement donnée par les artistes eux-mêmes, en tout cas par plusieurs d'entre eux. Pour eux, ce projet, donc il n'y avait pas grand-chose, c'était un état de projet, donc je leur ai envoyé la carte et la rédaction des 5-10 premiers petits énoncés. Pour eux, le projet Potlatch, ça devenait le seul lieu où seraient consignées des œuvres qu'ils avaient détruites, et que donc, pour la plupart, personne n'avait jamais vu, et que personne ne verrait jamais. Donc, ça devenait tout d'un coup un peu important de répondre. Alors, il y a évidemment plusieurs types de destructions dans le travail artistique, en tout cas dans le travail de plasticien. Il y a des destructions qui font partie de la routine, en fait. C'est-à-dire que vous dessinez, vous peignez, vous sculptez, c'est raté, c'est pas ce qu'on veut, donc on jette, on passe à autre chose, c'est tout à fait normal. Et puis il y a aussi des œuvres qui, par contre, ont été faites, ont été gardées un certain temps parce qu'elles sont considérées comme valables, et qui, parce qu'on déménage ou par des raisons X ou Y, sont finalement détruites. Parce que, bon voilà, il y a des raisons, on va le voir, tout à fait variées. Alors moi, ce sont exactement celles-là qui m'intéressent. C'est-à-dire, c'est des œuvres qui sont tout d'abord conservées parce qu'elles ont, du point de vue de l'artiste en tout cas, une certaine valeur, et qui à un moment donné finissent à la décharge. Alors la première chose qui a été surprenante, c'était que toutes les réponses ont été tout à fait singulières et extrêmement variées. Et donc les artistes se sont généralement contentés de la carte postale, mais pas tous. Il y en a qui ont complété tout ça par des documents. Alors celui qui a envoyé le plus de documents, c'est Ben, qui est un boulimique, comme chacun sait. Donc il m'a envoyé la carte postale qu'il a juste signée au feutre. Et par contre, il m'a envoyé toute une espèce de petit dossier de photocopies, de trucs qu'il avait détruits, etc., etc. Mais en général, les gens sont restés assez laconiques. Ça tombe bien, moi, c'est ce que je leur demandais. Alors la première question qui s'est posée à moi, en fait, c'est une question tout simplement d'écriture. C'est une question qui s'est posée dès les premiers témoignages, puisque je me voyais mal contacter les artistes en leur disant juste je fais un projet d'écriture, envoyez-moi vos histoires. Donc il fallait au moins que je rédige quelques exemples types pour que les gens contactés puissent trouver ça intéressant et savoir un peu ce qu'allait devenir leurs histoires.
Donc il y a eu quelques premières rédactions assez faciles à base de recherche bibliographique. Et puis il y a eu tout de suite aussi en fait des gens que je connaissais, donc des artistes que je connaissais qui m'ont fait part de quelques histoires. Alors je me souviens très bien de la première. En fait la première c'est un artiste de Montpellier, parce que j'habite à Montpellier, qui s'appelle Alain Villard, que j'ai croisé complètement par hasard dans la rue alors que j'étais en train de commencer cette histoire-là. Donc j'ai juste proposé de boire un café, on a bu un café, on a papoté pendant à peu près 1 heure, et puis ça a donné ce que je vais vous dire maintenant, à savoir... En 1979, Alain Villard a jeté une petite sculpture en pierre de son balcon. Il l'a achevée à coups de marteau. Donc ça c'est tout ce qui reste d'à peu près 1 heure d'entretien. Alors je ne me souviens pas des détails de ce que m'a raconté Alain, je me souviens juste que le mot pour lui important c'était achevé, et puis que ça l'a amusé aussi beaucoup de raconter tout ça. Alors personnellement, j'adore les formes courtes, les proverbes, les haïkus, les brèves de comptoir ou d'autres choses, les aphorismes, les slogans, enfin toutes ces formes complètement ramassées d'écriture. Donc je savais bien qu'en donnant peu de place aux artistes, c'est pour ça que j'ai choisi de faire une carte postale, je n'aurais pas demandé de m'écrire. D'une part parce qu'en plus je savais que ça serait rapide, ils complètent, ils mettent un timbre, ils envoient, il y a déjà l'adresse. Mais il y avait aussi cette idée-là d'être bref. Donc cette forme de brièveté, elle m'a été utile. D'une part, elle a été utile, je pense, à l'artiste lui-même parce que ça l'obligeait un peu à aller à l'essentiel. Et puis aussi parce que moi, je savais à l'avance que je voulais des énoncés courts. Je voulais des petites choses. Je savais déjà quasiment à l'avance quelle serait la maquette type du livre. Ce serait un énoncé par page, ce serait une petite, voilà, comme un haïku, une chose comme ça qui est totalement ponctuelle. Donc, d'où la forme de la carte postale. Je savais aussi, alors je ne connaissais pas les nouvelles entre lignes de Félix Fénéon, mais c'était exactement le même état d'esprit, à savoir que ce serait un jeu entre un contenu, dense mais bref, et une forme imposée, à savoir à peu près 3-4 lignes, quoi. Alors la deuxième contrainte que je me suis fixée, c'était une contrainte de fidélité par rapport au vocabulaire. En général, je ne savais pas forcément grand-chose des artistes que je contactais. Enfin, si, c'est tous des artistes que j'aimais bien, hein, très variés. Ça va être Sofika, la Klosowski. Enfin, moi, j'aime beaucoup de choses. Donc, je connaissais un peu leur travail, mais pas forcément très bien dans le détail, et encore moins cette histoire de destruction, puisqu'en général, je n'avais jamais entendu parler de destruction, que ce soit, je ne sais pas moi, pour Denis Falgoux, enfin pour des tas de gens que je connaissais plus ou moins bien. Comme il n'y a pas beaucoup de place pour répondre, je pensais que le vocabulaire choisi par les artistes était a priori le meilleur possible. Donc je leur fais confiance et je décide de rester au plus près de la réponse qui m'est donnée. Par exemple, un des cas qui m'a posé le plus de problèmes, c'est sur Rundgers. À la question comment, c'est-à-dire comment est-ce qu'il détruit les œuvres qu'il ne veut plus garder, il répond tout simplement en regardant ailleurs. Bon, alors je ne sais pas du tout à quoi il fait référence, mais je ne lui ai pas demandé, je l'ai recontacté après, mais pour d'autres choses, mais on n'a plus du tout reparlé de ça, donc je ne sais pas du tout à quoi il fait référence, je ne veux pas le savoir d'ailleurs, et je pense que la réponse, elle est tout à fait, absolument parfaite, quoi. Donc je retranscris en regardant ailleurs. L'histoire la plus touchante et la plus importante pour moi, c'est sans doute celle de Roman Opalka. Alors c'est entre autres pour ça qu'elle est sur la première page du livre, donc sur la couverture. Pour des tas de raisons, parce que d'abord c'est une œuvre à laquelle je suis particulièrement sensible, qu'Opalka est un type qui était absolument charmant, et puis qu'on a aussi l'idée que l'œuvre d'Opalka c'est une œuvre absolument totale, entière, complète, ce qui est faux. Ce qui est faux, alors quand on étudie Opalka, on sait que c'est faux parce qu'il a hésité, notamment sur ça. Je ne sais pas, vous voyez ce que fait Opalka. Il compte sur les grandes toiles. La première était noire, c'était en blanc, et puis petit à petit, il rajoute 1% de blanc, et les toiles deviennent blanches, et puis il a fini 5 millions, 6 millions, quasiment blanc sur blanc. Mais il n'est pas arrivé tout de suite du noir au gris, hein. Il y a des intermédiaires, il y a des noirs sur rouge, etc. Il change de format, enfin, il hésite assez longtemps quand même. Donc tout ça, c'est des choses qu'on connaît quand on fouille un peu l'œuvre d'Opalka, parce qu'elle a l'air absolument totale. Et donc il y a des trous. Il y a des trous, et l'histoire d'Opalka est un peu compliquée, donc il n'a pas pu se contenter de la
la carte postale. Et en plus, pour lui, c'était absolument génial que quelqu'un lui demande s'il manquait des choses, parce que déjà, il ne s'était pas vraiment posé la question, on ne lui avait jamais posé non plus, et il avait donc très très envie de raconter de façon un peu plus détaillée, un peu plus exhaustive, ce qui lui était arrivé, à savoir que donc Opalka est polonais, il vit en France, son ami Alska meurt, donc il faut qu'il aille récupérer chez Alska des anciens travaux, sauf que l'État polonais ne l'autorise que 30 choses. Donc il a le droit de prendre 30 gravures, 30 peintures, 30 dessins, pas un de plus. Et le reste, il faut qu'il le détruise. Donc il est assez embêté. Finalement, donc, il fait ce qu'on lui demande. Alors il s'est longtemps posé la question de pourquoi 30. Et la seule explication logique qui s'est donnée dans toute l'aberration de l'administration polonaise à l'époque, c'est que 30, c'est la date de la lettre. Et que si la lettre avait été écrite le 25, je pense qu'on lui aurait demandé 25. Voilà. Heureusement, c'était 30, c'était le max. Il y avait que 31 au-dessus. Voilà, c'est la seule. Alors, je vous ai amené ça, parce que ça, c'est un document qui est là. C'est un facsimilé, hein. Je ne vous ai pas amené l'original. Du fax, parce qu'on a eu des conversations téléphoniques, mais il m'a fait un petit fax de résumé sur toute cette histoire-là, avec à la fin, en plus, une suggestion qui est qu'on pourrait considérer que dans son œuvre même, il y a un type d'œuvre qu'on appellerait Roman Opalka, travaux hors programme, Opalka 1965/1-l'infini. Voilà, qui est une section absolument inconnue de l'œuvre d'Opalka. Alors, un des enjeux pour moi de ce travail de recueil d'histoire et de diffusion d'histoire, de choses détruites, c'était l'invention, ce qui était assez neuf pour moi, de ce que j'appelle un contenu. Alors mes travaux plastiques sont en général peu bavards, c'est souvent visuel, pas que, il y a des textes, mais c'est souvent des histoires ou des choses, ou des images par rapport au paysage, à des architectures ordinaires, des photographies de petites annonces, des formes abstraites. Enfin, il n'y a pas vraiment de sujet. En tout cas, ça parle de rien. Ça essaie juste d'exister. Enfin, moi, c'est comme ça que je le conçois, et pour moi, c'est déjà beaucoup. Avec l'inventaire, je savais très bien que ce serait différent, puisque très vite, j'ai vu qu'il y avait un intérêt pour le contenu même, c'est-à-dire pour l'histoire. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans tout ça, c'est les histoires de forme. Mais là, je voyais bien, et je le savais très bien, que ça allait intéresser des tas de gens. La preuve, je suis là 17 ans après. Que ça allait intéresser des tas de gens, des journalistes, des historiens de l'art, des archivistes, des conservateurs de musées, parce que ce sont des histoires, en général, peu ou pas du tout connues. Alors moi aussi, ça m'intéresse beaucoup, ces histoires. Ça m'intéresse en particulier pour ce que ça dit de la valeur, de qui établit la valeur, de comment elle se pérennise ou pas du tout. Et puis ça en dit aussi sur des tas de questions qui sont des histoires on voit que c'est souvent des histoires de circonstances. Des fois, c'est vraiment des histoires de décisions esthétiques ou politiques ou religieuses. Enfin, il y a vraiment toutes sortes de raisons. Donc ça, c'est déjà intéressant en soi. Mais après, ça m'intéressait beaucoup aussi, moi, en tant que forme, à savoir que ça allait être un livre. Et que cette forme du livre, elle était totalement déterminante quant au contenu, parce que pour moi, en fait, c'est toujours très délicat, enfin je pense pour à peu près tout artiste, c'est assez délicat, de démêler ce qui est de l'ordre du contenu et de la forme. Parce que les deux s'établissent en même temps, en fait. Enfin, ma grande différence avec un journaliste, c'est que je me pose d'abord des questions de forme avant de me poser des questions d'histoire. Je ne sais pas si je suis très clair. Alors c'est assez délicat de démêler ce qui précède un geste artistique. Moi, je pense, en tout cas c'est comme ça que je travaille, que ce qui précède un geste artistique, c'est toujours un autre geste artistique. De soi ou d'un autre artiste. En fait, moi j'ai commencé à faire des livres d'artistes parce que je faisais des photocopies. Et j'ai d'abord fait des photocopies bêtement quand j'avais 18 ans pour reproduire mes dessins, puis après pour les diffuser sur la forme de livres ou de fanzines. Puis j'ai compris à ce moment-là, en faisant des photocopies de mes propres dessins, qu'en fait,
la copie était plus puissante que l'original. Donc j'ai fait des livres de façon systématique en abandonnant totalement l'idée d'original. Donc je n'ai pas d'original. Tous mes originaux sont en fait détruits ou perdus. Je m'en fous, parce que pour moi l'important c'est la copie. Et donc c'est en faisant des livres, en m'attaquant à cette forme-là, alors moi je viens complètement du dessin et de l'installation, donc c'est en faisant des livres que j'ai eu envie de mettre du texte. Et c'est donc parce que j'ai commencé à m'intéresser au texte que je me suis intéressé à des tas de façons d'écrire, notamment des textes plutôt descriptifs, que ce soit chez des artistes contemporains comme par exemple Laurence Wiener ou dans les brèves ou dans les haïkus, dans ce genre de choses. Alors c'est parce que j'ai fait tout un tas de micro-éditions avec des petites descriptions comme ça que je tenais à cette forme de brièveté dans le texte, même si j'aurais pu des fois raconter des histoires très longues, notamment par exemple sur Opalka. Et c'est en faisant ces livres que j'ai été confronté bêtement à des problèmes de diffusion, donc aller chez les libraires, poser des livres, les vendre, récupérer les sous, pas récupérer les sous, s'embêter avec les histoires de comptabilité que je déteste. Donc c'est parce que tout ça m'énervait au plus haut point que du coup j'ai décidé de les donner, parce que je trouvais ça beaucoup plus simple. C'est en donnant des livres que donc je me suis intéressé aux dons, et c'est parce que je me suis intéressé aux dons que je me suis intéressé à Marcel Mauss, et que de Marcel Mauss à Bataille, Derrida, le mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales, Sénèque, etc., que j'en suis venu à cette histoire du potlatch, et donc du potlatch et de la destruction, et donc de faire un livre sur la destruction. Ce que j'essaie de raconter avec tout ça, c'est qu'en fait, l'intérêt pour la destruction, elle vient de questions de forme, beaucoup. Et aussi de questions de valeurs, d'économie, de gratuité, de politique de la marchandise, etc., etc. Mais en fait, pour moi, fondamentalement, tout ça, ça reste un travail formel. Et un travail de mise en forme, sachant que tout pour moi fait forme. C'est-à-dire le contenu, c'est déjà de la forme, l'écriture, c'est de la forme, et la diffusion par le livre et par son mode économique, c'est encore de la forme. Donc, grosso modo, je vais vous en lire quelques-unes. Dans l'inventaire des destructions, toutes les histoires finissent à peu près comme ça. Jacques Capdeville, à 2 reprises, a brûlé la totalité de ses œuvres, y compris celles qu'il avait déjà données ou vendues. En 1997, Raoul Hébréard a soigneusement scié une de ses sculptures, il en a fait des étagères. En 1953, Robert Rauschenberg a jeté dans l'Arnaud les invendus d'une exposition qu'il avait faite à la Galerie d'art contemporain de Florence. En 1976, Bruno Mendonça a débité à la hache les peintures réalisées entre 1973 et 1976. Il a utilisé les morceaux comme combustible à barbecue au cours d'un dîner brochette. Jean-François Demeure est un des premiers sculpteurs à avoir installé une de ses sculptures dans ce qui est devenu le Centre d'art de Vassivière en Limousin. Considérant cette œuvre comme contingente et inachevée, il essaie de la faire détruire depuis 1984. Bernard Plossu a découpé et brûlé presque tous ses négatifs grand angle dans un champ en 1985. Pierre Soulages brûle régulièrement dans le four de son atelier à 7 les toiles dont il n'est pas satisfait. Les voisins, incommodés par la puanteur des fumées, ont déposé plainte, etc., etc. Alors, une fois que, c'est ce que j'ai commencé à vous raconter tout à l'heure, une fois que tous les témoignages sont réécrits, c'est pas fini en fait, on n'est qu'à la moitié du chemin. C'est-à-dire il faut donner une forme au texte. Alors ça pourrait très bien être un livre, c'est ce qui circule, un site internet, vous pouvez aller dessus, une exposition, une affiche, une émission de radio, en fait tout est absolument possible. Et donc c'est grâce à Anne Meuglin-Delcroix et à l'échec Bogowski que l'inventaire est devenu d'abord un livre. En fait en 2001, je venais à peine de rédiger à peu près les 100 premières notices. Je suis invité à une exposition qui s'appelle Critique et Utopie, qui est organisée par Anne Meuglin-Delcroix. Et l'exposition se déplace entre autres à Rennes, où l'échec Bogowski enseigne à l'université. C'est lui qui fait venir en fait l'exposition, après Nanapoul et Limoges. Et l'échec, pour l'exposition,
a envie d'éditer le premier livre des éditions Un certain sens, c'est l'occasion. Donc il demande en fait aux différents artistes qui exposent s'il y en a un qui ont un livre prêt. Et donc moi j'en ai pas, mais il est quasiment bouclé, donc je dis à l'échec que c'est l'affaire d'une ou 2 semaines. Et donc l'affaire est conclue comme ça. Alors je sais déjà, avant de commencer le livre, qu'il y a une brève par page, parce qu'en fait tous les livres que j'ai fait précédemment avec du texte sont des livres qui sont maquettés de la même façon. C'est toujours un format 19-13,5, il y a une seule phrase par page. Je sais que compte tenu du budget qu'a l'échec et du format de prise en main, 100 pages sur du papier bouffon, ça devrait faire un objet à peu près correct. 100 en plus, ça a l'avantage d'être un chiffre complètement abstrait. C'est-à-dire c'est la première centaine, mais on a l'idée que il pourrait y avoir 200, 300, 400, 500. Enfin, c'est une quantité comme ça, comme une autre. Alors la notion d'infini, elle est importante dans cette histoire-là, et c'est pour ça que j'ai gardé le chiffre 100, parce qu'elle détermine aussi des choix formels du livre lui-même. Alors vous l'avez vu, il est passé dans les rangs. Alors c'est un livre qui est très particulier parce qu'il n'a pas de couverture apparemment, puisque c'est le même papier en couverture et en contenu en page. Donc, et il commence directement, brutalement, par le premier énoncé qui est celui d'Opalka. Et après, il y a le deuxième, le troisième, etc. Il n'y a pas de page de garde, il y a apparemment pas de colophon, etc. Alors, il faut le savoir, pour la petite histoire, c'est un livre qui a été refusé au dépôt légal par le ministère de l'Intérieur, puisqu'à l'époque, on envoyait encore des livres au ministère de l'Intérieur pour le dépôt légal. Ça c'est fini. Il a été refusé pour 3 raisons. Il n'a pas de couverture. On ne connaît pas le titre, on ne connaît pas le nom d'auteur, il n'y a pas le prix. Et puis, il faut l'exemplaire du commerce. Ce à quoi l'éditeur a fait une très très jolie lettre, très officielle, très bien écrite, pour expliquer que s'il y a une couverture, puisqu'il y a une feuille qui enrobe toutes les autres, il y a les mentions légales, elles sont juste à la dernière page, il faut avoir juste envie de les lire, mais elles sont maquettées comme tout le reste du texte, donc on ne voit pas tellement que c'est un colophon ou que c'est un sommaire avec un nom d'auteur, etc. Mais il y a tout, il y a même le prix. Et puis c'est l'exemplaire du commerce. Ce à quoi le ministère a répondu d'accord. Donc il est au dépôt légal. Il reste 4-5 minutes, mais j'aurais fini. Alors, l'impression que je cherche à obtenir dans cette histoire-là, mais qui est aussi pas mal faite sur la version anglaise ou la version brésilienne, c'est cette idée d'infini. C'est-à-dire c'est 100 histoires parmi des milliers, puisque à peu près tous les artistes, je crois qu'il n'y en a que 4 qui m'ont répondu qu'ils ne détruisaient rien. Donc cette idée-là était importante, donc c'est l'idée que ce soit un bloc parmi un bloc beaucoup plus gros. Donc cette histoire, elle est pas terminée. Elle est tellement pas terminée qu'en fait, donc j'ai continué à recevoir des cartes, parce qu'en fait, dans l'édition française, à chaque fois, on glissait un carton réponse, en se disant que peut-être un artiste retomberait dessus et que je recevrais des cartes. Et j'ai reçu des cartes pendant à peu près 10 ans. Là, j'en reçois plus, mais ça a duré. Donc j'ai continué à rédiger tout ça. Du coup, Internet étant arrivé depuis, il y a un blog que j'alimente assez régulièrement. Chaque fois que j'ai une histoire, je la consigne. En fait, elles sont toutes par ordre chronologique, un battement de réception, sauf la première Opalka. Et puis évidemment, en rédigeant cette conférence, j'ai pas pu résister à l'envie de relancer encore un appel. Donc là, je l'ai fait sur Facebook, puisque maintenant c'est Facebook. Et donc le 17 mai, j'ai posté ceci, relance, : amis artistes, avez-vous déjà détruit toute ou partie de votre œuvre ? Si oui, où, quand, comment, pourquoi ? Et j'ai reçu assez vite une dizaine de réponses, donc je vais vous en lire quelques-unes. Après 10 ans de vaines tentatives, Christophe Petchanatz a détruit toute sa peinture. Il n'a rien gardé. Il en a retrouvé quelques-unes, après le décès de sa mère, dans sa maison. Il les a aussi détruites. En 2015, à la mort de son père, Marie-Cécile Conil de Bessac a porté à la décharge 20 ans d'architecture, de dessin, de peinture, de sculpture, pour faire de la place dans sa tête et pour pouvoir accueillir les résidents de ce qui allait devenir l'échangeur 22. En quittant Montpellier en 2005, Frédéric Kodja a détruit une 50aine de peintures sur châssis réalisées entre 2001 et 2004. Les châssis ont tous été récupérés par le peintre André Cervera. Un jour sombre de l'été 2014, Marie Ducatet a emporté une de ses sculptures dans sa Clio et l'a déposée sur le parking d'un relais routier à l'Estac. Elle l'a regardée rapetisser dans son rétroviseur. Pour des raisons tout à fait prosaïques de manque d'espace,
Alexandre Giroux a brûlé Imaginary Landscape numéro 2 sur la plage de Bauduc en 2015. Et puisque le feu était allumé, il y fit griller quelques châtaignes. En 2013, à l'occasion de l'exposition Chloroform Mazout, Jochen Gerner a passé certains de ses dessins à la déchiqueteuse. Il les a confiés à un taxidermiste pour qu'il en remplisse le corps d'une poule noire, etc., etc. Bon voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.